À la une ce soir, Rivière-Pilote sous le choc après la découverte cet après-midi d'un enfant inanimé dans un bus scolaire. Le petit aurait été oublié depuis le matin. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le ranimer. Rentrée ce matin de la première classe Passerelle de Lille, un dispositif mis en place par l'Académie de Martinique pour offrir une seconde chance aux candidats recalés de Parcoursup. Les étudiants seront encadrés durant une année afin de consolider leur projet professionnel. Journée porte ouverte aujourd'hui dans une maison d'accueil spécialisée à Rivière-Salée. Une occasion de présenter tous les dispositifs proposés aux personnes handicapées. Une soixantaine de personnes y sont accueillies au quartier Torail. Enfin, la Martinique est l'un des territoires les plus pauvres de France. C'est le résultat d'une étude présentée par l'INSEE ce matin, une enquête réalisée dans 7 quartiers prioritaires de Lille. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Nous commençons tout de suite avec ce terrible drame qui a bouleversé la commune de Rivière-Pilote. Un enfant de 3 ans aurait été oublié dans un bus scolaire toute la journée. Ce n'est que vers 15 h que le chauffeur se serait rendu compte de la présence du petit inanimé. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le sauver. C'était un enfant unique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame et les responsabilités de chacun. Le procureur a réagi il y a quelques minutes. On fait le point tout de suite avec Céline Chalonneau par téléphone. Céline, bonsoir. Vous étiez sur place cet après-midi. Dites-nous ce que vous avez appris. Oui, bonsoir. En ce moment, j'ai envie de vous dire que les mots nous manquent face à ce tel drame qui est survenu ce mardi, quand un chauffeur de bus scolaire reprend son service, comme vous l'avez dit, en fin d'après-midi, et il retrouve à l'arrière de son véhicule le corps inanimé d'un jeune écolier d'à peine 3 ans, attaché avec sa ceinture de sécurité à l'arrière du bus. Il semblerait, selon les premiers témoignages, que l'enfant se soit endormi et donc il a été oublié. C'est un enfant qui est scolarisé à l'école de Jocheux. Pour le moment, toute la communauté scolaire est sous le choc, bien évidemment. Le papa est le premier à être arrivé sur place, suivi de la grand-mère qui a dû être soutenue par ses proches, on va dire, parce que l'émotion, sous l'émotion, elle avait du mal à marcher. On a dû attendre un certain temps la mère, en fait, qui travaille sur Port-de-France dans un établissement hospitalier. Bien évidemment, quand elle est arrivée, elle s'est effondrée de douleur. On a pu entendre des cris. On a eu l'impression qu'elle tapait sur le bus. Voilà, tout le monde est un peu saisi à ce moment autour d'elle. Les gens de la commune, c'est une petite commune, le Rivière-Pilote, tout le monde se connaît. J'ai pu voir sur certains visages des pleurs, des larmes, des gens qui étaient touchés par ce que cette famille pilotine vivait en fait. Ce n'est que vers 17h45 à peu près que le corps du jeune enfant a pu être suivi après de la famille qui a suivi. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Bien évidemment, une information judiciaire est ouverte pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Merci à vous, Céline Chalonneau, pour ce compte-rendu. En bref, un jeune détenu de 20 ans de la prison de Ducos a tenté de mettre fin à ses jours hier soir vers 19 h en incendiant son matelas. Selon le syndicat FO pénitentiaire, il s'agit d'un récidiviste qui n'a pas cessé depuis son incarcération en août dernier de mettre fin à ses jours. Ça serait la 7e fois que le jeune homme aurait tenté d'incendier plusieurs cellules différentes. Le syndicat réclame donc le transfert immédiat de ce détenu dans une structure psychiatrique et demande la concrétisation d'une unité hospitalière en soins ambulatoires au CHU de Martinique en lieu et place des chambres carcérales. Et avant de conclure ce chapitre fait divers, je vous rappelle que nous allons retrouver dans le courant de cette édition les précisions du procureur qui s'est exprimé face à la caméra de Céline Chalonneau cet après-midi.
Lancement ce matin de la première classe passerelle au LP Dumas Jean-Joseph, un dispositif d'une année mis en place par l'Académie de Martinique pour les candidats laissés sans affectation par Parcoursup. Une vingtaine d'étudiants sont concernés. Une équipe pédagogique les accompagnera dans la consolidation de leur projet professionnel ou leur remise à niveau. C'est un reportage de Régine Germani et Céline Chalonneau. Son bac L en poche, après un passage en filière créole à l'Université des Antilles, Gabriel décide de quitter la voie générale pour se réorienter vers un BTS, métier de la mode. Il se rend vite compte de ses lacunes dans certaines matières. Cette année de transition lui permet de mieux se préparer. Comme je n'avais pas fait de mathématiques, de français et de physique-chimie en bac mode parce que j'avais validé, donc la classe passerelle me permet d'avoir un tremplin pour pouvoir me mettre à jour dans ces matières et pouvoir réussir intégralement mon BTS et pouvoir continuer en licence et pourquoi pas en master. Le lycée professionnel Dumas Jean-Joseph accueille la première classe passerelle de l'académie. Pendant un an, ces 24 élèves vont bénéficier d'une pédagogie adaptée pour les aider à consolider leur orientation professionnelle. C'est une remise à niveau et en fonction de leur, on va dire, de leur filière d'origine, on va les guider, parce que les domaines des fois d'enseignement sont tellement vastes, on va les guider à un peu plus cibler. Vraiment, par exemple, cibler au niveau du projet professionnel, au niveau d'un métier. Donc, par exemple, ça peut se faire en collaboration avec les chefs d'entreprise. Ils peuvent aller dans une entreprise, observer un professionnel. Donc, le but, c'est vraiment d'affiner leur projet. Le dispositif concerne les candidats n'ayant pas obtenu d'admission via la plateforme Parcoursup. Pour l'Académie, ce n'est pas une année perdue, mais un vrai plus offert aux jeunes bénéficiaires, même si certains d'entre eux restent encore sceptiques. J'ai peur d'être déçue, mais moi je m'inquiète plus pour après. Comme a dit une dame à l'intérieur, elle a dit qu'on sera suivi maintenant, mais moi c'est après. J'aimerais savoir pour après, si on sera suivi après, si on a réussi, si on sera suivi, si nous mettrons en avant. Comme on dit, c'est tout beau, tout nouveau. C'est pas un super bac, c'est pas non plus un très BTS. On prend en compte leur personnalité, il y a un tutorat individualisé par des jeunes qui sont en BTS. Il y a aussi des profs du BTS qui viennent et les profs du lycée professionnel qui travaillent aussi. Donc c'est beaucoup plus qu'une voie de garage. Les étudiants le disent eux-mêmes, c'est une seconde chance. Un étudiant parlant même de troisième chance. Donc c'est qu'ils le vivent comme ça. Et vous avez pu constater ce matin qu'il n'y a pas un seul qui regrette d'y être. Et je crois même que compte tenu du travail qui a été fait sur cette classe passerelle, à l'avenir, je pense qu'elle aura peut-être trop de succès parce qu'on voit bien que le plus dont ils vont bénéficier, c'est un plus qui va compter dans les années à venir pour eux, dans la poursuite des études. Cette année spéciale sera mentionnée dans les dossiers scolaires de chaque étudiant, mais ne leur donnera pas droit pour autant l'an prochain à une place privilégiée dans le processus d'admission Parcoursup. Agri-Dating, c'est le nom de l'opération organisée aujourd'hui au CFA agricole du François. Il s'agissait en fait d'une matinée job dating réservée au monde de l'agriculture, l'occasion de faire découvrir aux jeunes toutes les filières de formation possibles dans le secteur, un moyen de mettre en relation les futurs apprentis avec des employeurs. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalonneau. Je veux me spécialiser dans l'agriculture et du coup je veux être jardinier paysagiste, mais je veux faire aussi de la permaculture et probablement ouvrir mon entreprise de faire de la permaculture, c'est ça qui me plaît le plus. Le problème de l'apprentissage, c'est le fait de pouvoir trouver une entreprise d'accueil, un patron, un employeur qui accepte d'accompagner le jeune tout au long de son parcours pendant 2 ans. Et le fait d'avoir sur place le speed dating, les employeurs et tous les partenaires, c'est avec plaisir que les jeunes se sont déplacés. Trop souvent, on entend l'agriculture de manière péjorative. L'agriculture, c'est vrai qu'on sait, hein, socialement c'est compliqué, économiquement aussi. Notre but, effectivement, c'était de montrer qu'on peut quand même y arriver, on peut réussir en agriculture. Il y a des postes qui vont se libérer bientôt, la population est vieillissante. Dans les entreprises agricoles, notamment dans le secteur de la banane, on a beaucoup de départs à la retraite. Donc on a besoin de renouveler, de faire appel à des jeunes. L'apprentissage agricole est une voie de réussite. On vous a parlé du CAPA, de la licence pro, ABCD, en agriculture biologique, conseil et développement, 100% de réussite en licence pro cette année, 100%. Hein.
Donc ça, on est fiers et on veut que ça continue. Et c'est le message, l'apprentissage est une voie de réussite. L'apprentissage est une voie de développement du territoire parce que un agriculteur qui se dit bah tiens, j'ai besoin de main-d'œuvre à un moment, j'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi, eh bien il prend un apprenti et ça marche très bien. Nous poursuivons avec cette journée porte ouverte organisée aujourd'hui dans la maison spécialisée Hippolyte Pelage, basée à Rivière-Salée. Une structure qui accueille une soixantaine de résidents atteints de pathologies lourdes. L'occasion aujourd'hui de présenter les différents accompagnements proposés tout au long de l'année en accueil de jour. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Âgée de 33 ans, Joanne est régulièrement prise en charge ici, à la maison d'accueil spécialisée de Torail. Une bouffée d'oxygène pour sa mère qui a dû faire une croix sur sa carrière professionnelle. On le fait venir pour qu'il s'intègre aussi avec des enfants comme lui. Il a contact avec des gens non porteurs d'handicap, mais il faut qu'il soit aussi de temps en temps avec des enfants comme lui. La sœur de Francine fréquente, elle, l'établissement depuis son ouverture. Elle s'est bien adaptée pour elle, elle est chez elle. Elle vient en VAD une fois par mois à la maison, en famille. Elle fait des sorties avec la masse et ça se passe très bien. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Cette mère que nous appellerons Nathalie fait face à un vrai parcours du combattant pour la prise en charge de son fils de 15 ans. La solution, c'est qu'il y ait plus de structures ici à Martinique parce que qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est difficile à gérer à la maison, très difficile pour la famille et parents monoparental, comment je peux faire pour me battre de tous les jours avec ces enfants-là? Pour la soixantaine de résidents qui ont pu obtenir une place dans la structure, les activités ne manquent pas. 2 fois par semaine, un groupe se rend au François pour des sessions d'équithérapie. Les résidents aiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment en contact avec les chevaux et les poneys. Ils ressentent beaucoup de choses, les vibrations, le souffle du cheval, ils ressentent le cœur du cheval battre de temps en temps. Et donc ça les apaise et ça leur permet de rester plus longtemps calmes et en relation avec le cheval. Cette matinée portes ouvertes est aussi l'occasion pour les parents de découvrir des solutions d'hébergement alternatives. Souvent, c'est des jeunes qui sont en rupture de prise en charge, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient dans un établissement et ils n'ont pas eu de suite. Donc c'est vrai que nous, on vient, si on veut, c'est un accompagnement alternatif qui permet, par exemple, à des jeunes de ne pas rester sans prise en charge, donc en attente de notre établissement. Un enfant est orienté chez nous quand il est en situation de polyhandicap. Et donc, en fait, il est orienté par une commission d'accueil suite à une décision de la MPH, la Maison martiniquaise des personnes handicapées. On a différents types de parents. On a des jeunes parents qui ont des enfants relativement jeunes qui sont en situation de handicap, mais on a aussi tous les parents de plus de 60 ans qui ont toujours gardé leur enfant à domicile et qui aujourd'hui, eux, se retrouvent aussi en difficulté parfois et n'ont pas vraiment les solutions sur le territoire. Alors, il y a les solutions, mais ils ne les connaissent pas. Face à une liste d'attente qui s'allonge, la structure devrait d'ici quelques années s'agrandir et étoffer son offre d'accompagnement. La Martinique, l'un des territoires les plus pauvres de France, c'est le bilan d'une étude de l'INSEE réalisée sur les 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle se concentre sur 4 communes, Fort-de-France, Robert, Le Lamentin et Sainte-Marie. L'étude sur ces quartiers a permis d'identifier plusieurs profils atypiques. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Nous voyons donc au sein de ces quartiers qui ont une pauvreté beaucoup plus marquée que sur le reste de la Martinique. Ces quartiers ont également donc des difficultés d'insertion sur le marché du travail dues principalement à un déficit de formation. Des quartiers qui sont principalement donc des HLM, où on retrouve des populations jeunes avec des familles plutôt monoparentales, mais qui malgré tout ont un taux d'activité qui est élevé, autour de 70%. S'opposent les autres quartiers qui ont des populations plutôt âgées, des retraités qui sont seuls, qui ont des taux d'activité un peu plus bas et qui sont principalement dans des logements individuels. La Martinique, bien sûr, a un taux de pauvreté plus élevé qu'à l'échelle hexagonale. Grâce à cette étude qui est novatrice, c'est la première étude que nous réalisons sur les QPV, donc les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui permettent justement d'avoir une photographie à un instant T0
de la situation de ces quartiers. Donc, ça sera à charge des politiques publiques de pouvoir analyser et de pouvoir étudier éventuellement une redéfinition. Donc, vraiment, nous, on est là pour faire une photographie de ces quartiers et permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. La nuit du droit, un grand rendez-vous fixé ce jeudi 4 octobre par les professionnels du droit de Martinique, justement. Et pour en parler, nous recevons ce soir le bâtonnier Laurent Sunel-Osier-Lafontaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il s'agira d'une première édition en Martinique. Quel est l'objectif déjà de ce grand rendez-vous? Alors déjà, le 4 octobre 2018, jeudi, la Constitution de 1958 aura 60 ans. À l'occasion de cet anniversaire, le président du Conseil constitutionnel a demandé aux professionnels du droit d'organiser dans tous les ressorts de la France une nuit du droit. Alors, elle a pour objectif, à destination du public, d'expliquer ce que le droit leur apporte dans leur vie. Alors pour nous, en Martinique, donc lors de cette première édition, sachant que l'année dernière, ça avait déjà été organisé, mais uniquement à Paris, cette année, tous les professionnels du droit, donc les huissiers, les notaires, les magistrats, les avocats, les universitaires, les médiateurs, les conciliateurs de justice, se réuniront à l'ancien palais de justice, l'espace Camille Darcière, pour rencontrer le public et leur expliquer ce que nous faisons, en quoi consiste notre mission, chacun dans sa profession, pour eh bien, accompagner le public dans sa vie de tous les jours et lui apporter notre connaissance en droit. Alors, la soirée sera en 2 temps. Il y aura une première étape de 19h à 20h30. Concrètement, comment ça va se traduire sur place? La manifestation se déroule en 2 temps, 19h, 20h30, organisation d'ateliers, au nombre de 5. Alors, les ateliers porteront sur le droit civil, le droit public, le droit pénal, le droit commercial, le droit social. Dans chaque atelier, il y aura des avocats, des magistrats, des médiateurs, les huissiers, les notaires dans l'atelier droit civil, administrateurs judiciaires dans l'atelier droit commercial. Et nous sommes à disposition du public pour le rencontrer, répondre à leurs questions, leur expliquer notre travail et se rapprocher du public, parce qu'en général, il y a une certaine distance et même une opacité entre notre travail, acteurs de justice, acteurs du droit, et le public au service duquel nous nous trouvons. Alors, concrètement, pour ceux qui nous regardent, vous allez présenter votre travail, mais est-ce que les Martiniquais, ceux qui ont des questions personnelles, ils ont des dossiers à présenter, est-ce qu'ils pourront présenter, enfin, je ne sais pas, expliquer leurs soucis et avoir des conseils? Est-ce que ça sera... Ça se passe en général comme ça. L'objectif, c'est de présenter ce qu'on fait, mais en général, le public qui vient pour recueillir des informations a tendance à soumettre un problème qui le préoccupe. Donc, avec beaucoup de spontanéité, nous allons échanger, mais il faut que les personnes se rendent bien compte que nous ne sommes pas là pour gérer un dossier en particulier, mais davantage pour une espèce de rencontre, de rapprochement entre les professionnels que nous sommes et le public composé de justiciables qu'ils sont, eux. Alors justement, à qui s'adresse ce rendez-vous? Déjà, est-ce que c'est sur inscription ou on vient comme ça à l'espace Camille Darcière? On vient comme ça, l'espace Camille Darcière, c'est ouvert au public. Alors, deuxième temps fort, puisqu'on a dit la soirée sera en 2 temps, il y aura une conférence débat, la médiation comme mode alternatif de résolution des conflits. Alors, quels sont les dispositifs existants en Martinique pour favoriser, faciliter la médiation? Alors, il faut savoir que la médiation, c'est un mode alternatif de résolution des conflits. La médiation existe depuis plus d'une dizaine d'années, mais est une voie de résolution des conflits qui est méconnue du public. Quand on a une difficulté, un contentieux, un litige, le réflexe qu'on a, c'est d'aller voir un avocat, de saisir le tribunal, et on n'a pas le réflexe de trouver un professionnel par l'intermédiaire duquel les parties pourront avancer, travailler pour trouver une solution aux conflits existants entre eux. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le monde évolue,
la société a besoin d'apaisement dans les conflits, a besoin de régler les contentieux autrement que par le combat judiciaire. Et de plus en plus, ce mode de résolution des conflits, alors on connaît la médiation, mais il y en a d'autres comme l'arbitrage, les procédures participatives, eh bien ce sont des modes qui permettent aux personnes qui ont des difficultés de régler leurs problèmes autrement. Alors, en Martinique, il y a des associations de médiateurs. Les médiateurs, à l'occasion de cette soirée, seront présents et ils expliqueront en quoi consiste leur travail et comment c'est une solution aussi efficace que... C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que c'est efficace? Parce que la médiation, enfin, on se dit que bon, si on va au tribunal, ça va beaucoup plus vite et tout le monde s'est réglé. Est-ce que ça fonctionne tant que ça, la médiation? C'est une idée fausse, parce que des fois, devant le tribunal, on espère beaucoup d'un juge, beaucoup d'un tribunal. On attend une décision, un jugement, et il arrive qu'on soit déçu et qu'on ait le sentiment de n'avoir pas avancé. Dans le cadre de la médiation, les parties s'approprient le processus de résolution de leurs conflits. Ils démarrent en étant opposés et par le biais du professionnel, du médiateur, eh bien, ils se rapprochent. Ils voient les points sur lesquels ils peuvent être d'accord jusqu'à trouver une solution. Et notamment dans les conflits familiaux, c'est très important de régler les difficultés comme cela parce qu'il y a quand même un apaisement dans les rapports. Ce qui peut se sauver, enfin, ce qui est à sauver, on le sauve et on peut continuer à fonctionner sans être fâché pour la vie. Et au contraire, vous savez, c'est un mode de résolution des conflits qui laisse la place à l'émotion, à la discussion, à la mise au point, à la vision respective, au respect de la vision respective de chacun, et ça fait du bien. On n'a pas le sentiment d'être dans l'attente d'une décision et d'avoir une situation qui est imposée par cette décision. La solution, on l'a créée avec l'autre, avec son adversaire, à travers ce processus de médiation. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle que vous êtes venu présenter la Nuit du droit qui est programmée ce 4 octobre, ce jeudi 4 octobre à l'espace Camille Darcière. Merci à vous. Merci. Je vous le disais en début d'édition, le procureur de la République s'est exprimé face à la caméra de Céline Chalonneau suite au drame qui s'est déroulé cet après-midi à Rivière-Pilote. Je vous rappelle qu'un enfant de 3 ans a été retrouvé inanimé dans un bus scolaire. Il aurait été laissé sur place depuis la matinée. On retrouve tout de suite l'interview de Renaud Godel. Ce que je peux vous dire en l'état actuel, c'est que ce jour, peu avant 15 h, un chauffeur de bus qui venait prendre son service afin d'effectuer son trajet scolaire pour récupérer les enfants à l'école et ensuite les déposer en différents lieux, a découvert à l'intérieur de son bus un enfant âgé de 2 ans et 10 mois qui se trouvait inanimé. Malgré les secours qui ont été immédiatement prodigués dans un premier temps par un gendarme qui se trouvait à proximité immédiate des lieux, puis par les services de secours, cet enfant-là n'a pu être réanimé et son décès a été malheureusement rapidement constaté. Il apparaît en l'état actuel, les tout premiers éléments qui ont pu être réunis, que cet enfant se trouvait donc dans ce bus le matin même où il avait été déposé afin d'être déposé ensuite à l'école et par conséquent, pour des raisons que l'enquête devra déterminer, cet enfant-là n'a pas été déposé à l'école et il est resté dans ce bus pendant toute la journée où il est finalement décédé. L'enquête maintenant devra déterminer dans quelles circonstances un enfant ainsi a pu rester pendant toute une journée dans un bus sans que personne n'ait pu s'en rendre compte. Ce chauffeur de bus, qui est un homme âgé de 40 ans, a été placé en garde à vue du chef d'homicide involontaire. Par ailleurs également, en liaison avec les services de la préfecture et du rectorat, nous avons pris la décision de monter immédiatement une cellule de soutien psychologique au profit des enfants de cette école, au profit des parents d'élèves et puis au profit, mais ça va d'évidence, au profit évidemment des parents de ce tout jeune enfant. Cette cellule sera active dès demain et également jeudi lorsque les enfants reprendront l'école. Voilà pour les précisions de Renaud Godel, procureur de la République, qui s'est exprimé face à la caméra de Céline Chalonneau.
Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galéria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Notez que des travaux d'enrobés seront réalisés sur la route départementale 13 de la ville de Fort-de-France. Un chantier dans le cadre du projet d'aménagement des giratoires de la Ménard. Les travaux seront réalisés de nuit, demain et jeudi soir. La circulation sera alternée. Les automobilistes sont bien évidemment priés de respecter la signalisation qui sera mise en place. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Rivière-Pilote sous le choc après la découverte cet après-midi d'un enfant inanimé dans un bus scolaire. Le petit y aurait été oublié depuis le matin. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le ranimer. Entrée ce matin de la première classe passerelle de Lille, un dispositif mis en place par l'Académie de Martinique pour offrir une seconde chance aux candidats recalés de Parcoursup. Les étudiants seront encadrés durant une année. Journée porte ouverte aujourd'hui dans une maison d'accueil spécialisée à Rivière-Salée, une occasion de présenter tous les dispositifs proposés aux personnes handicapées. Une soixantaine de personnes y sont accueillies au quartier Torail. Enfin, la Martinique est l'un des territoires les plus pauvres de France. C'est le résultat d'une étude présentée par l'INSEE ce matin, une enquête réalisée dans 7 quartiers prioritaires de l'île. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Quantico. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.